Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Avec l'élection du président de la République au suffrage universel, instituée en 1962 et testée pour la première fois en 1965, le régime a changé de nature et la Ve République a acquis sa dimension monarchique, on en a tellement parlé. Le président élu par le peuple est investi d'une légitimité populaire incontestable qui lui confère une primauté royale ou impériale selon les goûts. Les trois premiers successeurs du général, les présidents Pompidou, Giscard d'Estaing et Mitterrand, en ont pleinement profité de cette légitimité qui leur était conférée par le suffrage universel. Avec la réduction du mandat présidentiel à 5 ans sous Jacques Chirac, les choses ont encore changé pour évoluer vers une forme pas tout à fait aboutie de présidentialisme. L'élection au suffrage universel, c'est aussi la nécessité de faire campagne. Les qualités qui font un bon candidat sont-elles les mêmes que celles requises d'un président ? Ça, c'est un vaste sujet. Conquérir le pouvoir et l'exercer sont des choses tellement différentes. Il n'empêche, on s'est mis à attendre des postulants à la magistrature suprême des qualités de stratège et de tacticien. Et à ce jeu-là, le plus doué, avant l'actuel chef de l'État, le plus habile dans le jeu politique, aura été François Mitterrand, 2 fois élu pour 7 années, soit 14 ans passés à l'Élysée, un record à ce jour. D'ailleurs, la Constitution en l'état ne permet plus de battre ce record puisqu'un président ne peut effectuer plus de 2 mandats de 5 ans. Sur les 14 années en question, 4 donc ont été subies par Mitterrand en cohabitation avec Jacques Chirac de 1986 à 1988 et avec Édouard Balladur de 1993 à 1995. La liste de ces autres premiers ministres, Pierre Mauroy, Laurent Fabius, Michel Rocard, Édith Cresson et Pierre Bérégovoy, vous rappelle la mesure de cette longue période. C'est toutes les années 1980 et la moitié des années 90. Ce ne sont pas ces 2 septennats que j'aimerais évoquer aujourd'hui, mais les élections de 1981 et 1988, autant dire les 2 campagnes qui allaient aboutir aux 2 victoires du candidat Mitterrand. Franck Ferrand sur Radio Classique. Autant vous dire que l'élection de François Mitterrand le 10 mai 81 relevait 18 mois plus tôt de l'impossible, ou en tout cas de la plus grande difficulté. Vous savez que le président Giscard d'Estaing, le président sortant, était donné très très en avance dans les sondages. Pendant ces 18 mois, le candidat socialiste ne s'est pas laissé décourager par ces mauvais sondages, ni par les augures encore plus mauvais. Il a saisi l'humeur. Il a épousé les aspirations d'une société qui, en vérité, était moins satisfaite qu'elle n'en avait l'air, était peut-être aussi plus lasse et plus avide d'évolution. Cette société française du début des années 80, Jacques Attali l'a décrite au début d'une préface pour la réédition de Verbatim. Je le cite, « C'était un autre monde, dit Attali. Nous écoutions Michel Berger et Police, Teresa Berganza et Barbara, Téléphone et Michel Jonas commençaient à peine à se faire entendre. Nous n'avions ni rap, ni slam, ni DVD, ni CD, ni Internet, ni téléphone portable. » Et il ajoute « ni sida, ni maladie d'Alzheimer ». Et c'est vrai que c'était un autre monde. Un monde qui commençait à se transformer après plusieurs décennies de pleine confiance dans le progrès technique, plusieurs décennies de croissance à tout va, ce qu'on a appelé par déformation et selon l'expression de Jean Fourastier, les fameuses 30 glorieuses, vous savez. Des années qui avaient aussi été des années de bétonnage sauvage, de consumérisme effréné avec une publicité qui envahissait tout. On en revenait à certaines valeurs un peu plus anciennes. On s'intéressait de nouveau à une forme de tradition, au patrimoine des campagnes. Les produits du terroir commençaient à retrouver la cote. D'innombrables familles quittaient les grands immeubles pour de petites maisons individuelles. Il y a eu un boom des maisons individuelles et simultanément d'ailleurs une espèce de prise de confort des Français avec le développement notamment massif du téléphone. Bref, c'était un changement. Pas mal de familles quittaient les grands immeubles donc pour ces petites maisons. Un grand public découvrait les voyages culturels ou redécouvrait certaines références qui jusqu'alors avaient été un petit peu confisquées depuis la guerre par des intellectuels archi-politisés. Bref, En se tournant des années 80, la France est donc en train de changer et tout à coup, le 10 mai 81, ce changement vient s'incarner dans un homme qui
a fait du changement son mot d'ordre, même si en vérité François Mitterrand, nous l'oublions pas, à l'époque a déjà 65 ans et qu'il a près de 40 années de vie politique derrière lui. Il faisait déjà carrière pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Il a pris part à plusieurs gouvernements de la 4e République. Il a été l'adversaire désigné du général pendant la période gaulienne. Cette alternance, la grande majorité des observateurs de la vie politique la jugeaient à l'époque impossible. C'est vrai que les élites, la bourgeoisie française, une partie des campagnes aussi, et puis au-delà de ces catégories, on va dire la moitié conservatrice du pays, tout ce monde-là redoutait beaucoup le collectivisme prôné par une gauche qui était encore toute empreinte de marxisme à l'époque. On sait que des communistes étaient prévus pour entrer au gouvernement si Mitterrand était élu. Or, n'oubliez pas qu'on est encore en pleine guerre froide. Nombreux sont ceux qui pensent que dans le cas d'une élection de François Mitterrand, c'est carrément l'armée rouge qui viendrait engloutir l'Europe occidentale avec les forces du pacte de Varsovie. Et puis il y a l'autre moitié de la population, ce que Pierre Mauroy a appelé au moment de la victoire socialiste, place de la Bastille, ce qu'il a appelé le peuple de gauche. Cette autre moitié qui, elle, attend un basculement politique et à laquelle viennent s'agréger tous ceux qui sont en aspiration de changement, justement. 13 ans après mai 68, c'est la promesse d'une libéralisation de la société, la suppression annoncée de la peine de mort, la reconnaissance de l'homosexualité, la création des radios libres, etc. C'est aussi, évidemment, un espoir économique pour toute une population défavorisée qui peut croire que son quotidien va changer du tout au tout. Oui, alors là, entre ce que l'on croit et ce qui se passe en réalité. Vous écoutez Radio Classique. Alors revenons peut-être un peu sur cette campagne. Mitterrand a déjà été candidat à 2 reprises à l'époque. En 1965, il avait mis le général de Gaulle en ballottage, et puis en 1974, où il était passé très près de la victoire. Il disait avoir été dépossédé de cette victoire par des indélicatesses électorales qui auraient été commises outre-mer. Fermons cette parenthèse. Mitterrand, c'est l'artisan de l'unité du Parti socialiste, hein, c'est le congrès d'Épinay qui va lancer le renouveau du Parti socialiste en 1971, avec pour stratégie de longue date de siphonner les voix d'un parti communiste qui à l'époque est très puissant, mais qui n'a pas tellement l'air de s'adapter aux évolutions de la société. Il y a eu le programme commun avec les communistes qui a été un échec en 1977 et François Mitterrand, qui est premier secrétaire du PS, a connu pas mal de déboires avec les législatives de 1978 qui s'annonçaient plutôt bien et qui ont viré au désastre pour les socialistes, avec les européennes de 1979 qui ont vu largement gagner la liste menée par Simone Veil au nom de la majorité présidentielle. Et dans les 2 cas, le vainqueur, c'était ce nouveau parti du président Giscard d'Estaing, cette UDF, cette Union pour la démocratie française, qui en quelque sorte s'opposait aux gaullistes au sein de la majorité présidentielle. Et Mitterrand aurait pu profiter des dissensions entre les gaullistes du RPR et je ne sais pas comment les appeler, les centristes, disons, ou les démocrates chrétiens de l'UDF. Si bien qu'après les européennes, Mitterrand, qui donc a 63 ans, apparaît un petit peu comme l'homme du passé. Il a été 12 fois ministre sous la 4e République. Il a raté le coche en 68. Or, cet homme dont l'ambition est connue et qui donne le sentiment de s'accrocher coûte que coûte, cet homme trimballe quand même des casseroles. C'est vrai qu'il manie brillamment la rhétorique plus ou moins marxiste du socialisme de l'époque. Il ne manque jamais une pique contre le capitalisme envahissant. Mais personne en vérité n'ignore qu'il est issu d'une bourgeoisie charentaise catholique, qu'il a eu dans sa jeunesse beaucoup de sympathies maurassiennes et même dans la cagoule, certes, il a été médaillé de la résistance et croix de guerre 39-45, mais il a aussi passé 18 mois dans l'administration de Vichy, où le maréchal Pétain lui-même lui a décerné la Francisque. Alors c'est vrai qu'il n'a aussi cessé de dénoncer le coup d'État permanent des gaullistes, etc. Mais nombreux sont ceux qui n'ont pas oublié l'affaire pour le moins nébuleuse de l'attentat ou pseudo-attentat de l'Observatoire. Même si à l'époque les confidents de sa double vie privée sont très peu nombreux, on se répète notamment dans les rédactions que Mitterrand possède une énorme part d'ombre. Du reste, ces sondages ne sont pas bons. Au début de 80, il donne 52% d'opinion favorable à Giscard et ça n'ira qu'en croissant. Début 81, Giscard est donné gagnant par tous les sondages.
Alors qu'on donne quand même 51% d'opinion favorable à Michel Rocard, qui est le chouchou des socialistes réformistes, de plus en plus nombreux au sein du parti reconstitué par le congrès d'Épinay. Seulement 24% à Mitterrand. C'est bien simple, il y a un sondage Sofres du meilleur candidat socialiste au début de l'année 81 qui donne Rocard à 55 et Mitterrand à 20 seulement. 35 points d'écart entre les deux. Et même chez les sympathisants, 58-29, vous voyez. Rocard, d'ailleurs, bénéficie d'un certain nombre d'appuis. Le premier candidat de gauche à se déclarer, c'est le maire de La Rochelle, Michel Crépeau, en juin 80. Il est le patron du MRG, Michel Crépeau, du mouvement des radicaux de gauche, et il donne son soutien à Michel Rocard. Seulement, il y a ce congrès de Metz en avril 79, où Mitterrand réussit à sauver sa position en s'alliant au CRS de Jean-Pierre Chevènement. À l'époque, Mauroy soutient Rocard. Et les jeunes loups du PS, je pense à Laurent Fabius, à Lionel Jospin, à l'époque à Paul Quillès, se disent qu'il va falloir liquider Rocard si l'on veut installer le courant mitterrandiste. Puis disons qu'en face, évidemment, le président Giscard d'Estaing incarne une certaine modernité, incontestablement. Raymond Barre, son Premier ministre depuis 1976, incarne une très bonne gestion, en dépit des 2 chocs pétroliers. Bref, tout ça fait que Mitterrand est dans une situation difficile. Et puis voilà que les choses vont changer. L'hiver 79 pour le président 79-80 va se révéler calamiteux pour le président Giscard d'Estaing. D'abord, il y a ce second choc pétrolier, l'hospitalisation du Premier ministre, la fameuse affaire des diamants lancée par le Canard enchaîné dès octobre 79. Il y a eu aussi un peu plus tard la mort étrange, pour le moins, de Robert Boulin. Et puis, il y a une actualité internationale compliquée avec notamment cette invasion de l'Afghanistan. Ça paraît ressortir ça à la politique étrangère, c'est vrai, mais étant donné l'espèce de démission de responsabilité du président Carter aux États-Unis, ça place le chef de l'État français en première ligne et ça n'est pas forcément à son avantage. Bref, lorsqu'il va présenter sa candidature en janvier 81, François Mitterrand a beaucoup remonté de son handicap. Il va profiter de tout ça face à Giscard, mais aussi face à Rocard, grâce à des logiques d'appareil. Vous savez, au congrès de Metz, Michel Rocard a eu la très mauvaise idée de déclarer « Si vous êtes candidat, cher François Mitterrand, évidemment, je vous suivrai ». Ah ben ça, c'est ce qu'on appelle une erreur tactique, sévère. Parfois, une seule phrase peut vous faire trébucher, vous savez. François Mitterrand, par ailleurs, disons-le, affiche avec son âge et avec son expérience et avec sa grande culture et un caractère incontestable, il affiche la stature d'un homme d'État. Il adore par ailleurs s'entourer de jeunes. Il nourrit une véritable curiosité pour les évolutions de la société. Et il a su se forger une image, pendant ce qui était des traversées du désert, une image d'homme de terroir, l'homme qui parle aux arbres en quelque sorte, qui s'intéresse aux ânes. On voit une émission de 30 millions d'amis qui va beaucoup faire pour sa popularité. Il fait ce fameux pèlerinage à Solutré, etc. Bref, une image un peu rurale, assez authentique, qui correspond exactement à cette évolution du début des années 80 dont je vous parlais tout à l'heure. Et tout ça, il y a un homme qui va savoir le saisir et le mettre en scène, si je puis dire, c'est Jacques Séguéla qui va inventer ce grand slogan de la force tranquille. Vous savez, enfin, inventer ou reprendre, peu importe. Toujours est-il que c'est un slogan qui marchera très fort. C'est le genre de coïncidence qui ne se décide pas, ça vous savez, c'est la rencontre entre un homme et un peuple à un moment précis. Ça peut se cultiver, c'est vrai, et ça Mitterrand va le cultiver, mais c'est aussi le fait des circonstances. François Mitterrand apparaît au début de cette décennie 80, un peu comme le sage du village auquel on aimerait bien confier les clés. Et c'est ce qui va se passer le 10 mai 81 avec cette alternance qui arrive après la première alternance politique, la première fois que la gauche arrive au pouvoir depuis près d'un quart de siècle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors je me rends compte que le temps passe, il faut que j'avance. Le moins qu'on puisse dire du premier septennat de François Mitterrand, c'est qu'il n'a pas été une promenade de santé. Et je ne fais même pas allusion en disant cela à la maladie qui, dès le début de ce premier mandat, a obscurci l'horizon personnel du nouveau chef de l'État. Le virage de la rigueur dès 83, et la conversion un peu forcée des socialistes au libéralisme le plus strict, le contexte difficile de la crise des missiles et de l'AIDS du président Reagan, les affaires terribles comme celle du Rainbow Warrior, etc.
etc. C'est le Rainbow Warrior, ce bateau coulé par nos services à Auckland. Et puis l'élection en mars 86 d'une majorité de droite entraînant une difficile cohabitation. Bref, tout ça n'a pas facilité la vie d'un président qui, néanmoins, en avril 88, va annoncer, en mars 88, il annonce qu'il est prêt à briguer un deuxième mandat, un second mandat, puisqu'il ne pourra pas en faire de troisième. François Mitterrand mène donc là sa 4e campagne présidentielle. Il avait pourtant dit, le 13 octobre 86, il avait dit « Je ne suis pas candidat, moi je suis président. Tout m'invite à me dire que non, je ne serai pas candidat. Je suis président de la République, j'aurai rempli ma fonction, je ne pousse pas l'ambition jusqu'à vouloir m'y installer à demeure. Donc non, je n'ai pas l'intention d'être candidat à la présidence de la République », avait-il déclaré à la télé. Eh bien voilà qu'il déclare le contraire, donc le 8 mars 88, à Paul-Amarre. Alors on engage une campagne qui va durer très peu de temps, une campagne d'1 mois, quelques grands meetings animés par Renaud et Barbara. François Mitterrand, que le magazine Globe avait surnommé Tonton, et tout le monde reprenait cette expression, va écrire une lettre à tous les Français. C'est la lettre et le néant, dira Alain Juppé. Il n'empêche que c'est un procédé qui sera ensuite repris par Nicolas Sarkozy et tout récemment par le président Macron. Le 28 avril 88, c'est le point d'orgue de la campagne présidentielle. C'est l'heure du débat télévisé avec Jacques Chirac. Et vous savez à quel point ce débat télévisé a vivement tourné au désavantage de celui qui était Premier ministre et qui se présentait comme candidat et qui disait « Monsieur Mitterrand, je ne parle pas ici au président, je parle au candidat ». Et Mitterrand lui avait répondu, tout le monde sait ça, mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Ça avait été la phrase qui, vous savez, ces espèces de phrases qui marquent un débat. 10 jours plus tard, et malgré la prise d'otage de la grotte d'Ouvéa et la libération des otages au Liban, les intentions de vote pour François Mitterrand restent stables et il va être donc réélu président de la République le 8 mai 1988, élu sur une promesse de gouverner au centre. C'est important d'en avoir conscience. Après les premiers chapitres de la 4e République, où celui qui fut 11 fois ministre, incessant caboteur entre le centre-gauche et le centre-droit, incarna à sa manière un certain juste milieu, nous dit Sylvie Pierre Brossolette. Après le long épisode de la 5e, où le champion de l'antigaullisme, rompant avec l'ordre ancien, réussit à être l'auteur-metteur en scène de l'austère union de la gauche, voici venu avec la 5e bis, le temps de l'épilogue et pour notre héros, le moment de se glisser dans le rôle du grand réconciliateur. Retour aux sources de sa vraie nature, ultime mystification. Les uns affirmeront que cette France gouvernée au centre serait pour le chef de l'État l'aboutissement d'un grand dessein jalousement scellé, mais longtemps mûri. Les autres jureront qu'il se soumettent en pragmatique de toujours aux réalités de la nouvelle donne. Subi ou voulu, l'ambition en tout cas est toujours là. Et voilà que celui que Guy Cormier caricature, si je puis dire, en vieux sage et père de la nation, va nommer Michel Rocard pour Premier ministre. Inutile de vous dire que c'est quand même un tandem Élysée-Matignon assez houleux. Guy Cormier nous dit quand un peuple se rassemble, c'est toujours pour aller vers une terre promise. Mais quelle terre promise ? En vérité, nous dit-il, Monsieur Mitterrand n'a rien promis. Pour le chômeur, tout cela n'est qu'une abstraction. Le père de la nation trouvera aisément dans son entourage de quoi faire un Premier ministre adepte du pragmatisme. Monsieur Rocard apparaît-il un plan pour faire reculer le chômage ? Monsieur Rocard sera Premier ministre, mais le chômage, lui, ne reculera pas, bien au contraire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je ne m'étendrai pas sur le deuxième mandat de 7 ans de François Mitterrand. Rappelez-vous simplement cette maladie, ces difficultés incessantes, toutes les lourdes affaires qui sont venues peser sur le président. Et le 30 mars 95, cette inauguration, je finirai là-dessus si vous voulez, sur cette image de François Mitterrand inaugurant cette Bibliothèque nationale de France, un des grands chantiers qu'il avait mis en œuvre. Au moins, dira-t-il en remontant dans sa voiture, au moins j'aurais laissé des bâtiments. Et il aura aussi laissé un nom. Cette bibliothèque, elle s'appelle aujourd'hui la Bibliothèque François Mitterrand. Vous écoutez Radio Classique.